Bonjour, c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Donc, pour l'occasion, aujourd'hui, on reçoit plutôt Benoît Laplante, qui est démographe et professeur ici au Centre UCF de l'INRS, et Sophie Mathieu, qui est sociologue et professeur à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Ils sont ici pour présenter une conférence intitulée « L'État doit-il stimuler le désir d'enfant? Le Québec face à la baisse des intentions de fécondité ». Donc, une thématique fortement d'intérêt par les jours qui courent. Ils et elles vont faire une présentation d'environ 30-35 minutes. Donc, sur ce, bonne conférence. Je laisse la parole à Sophie et Benoît. Oui, bonjour. Alors, vous voyez le titre, il provient d'un fait qui s'est produit en Finlande à peu près l'an dernier. C'est un pays dont je parlais tout à l'heure, où la fécondité a baissé, mais aussi les intentions, et où la politique officielle, en ce moment, comprend la volonté d'essayer d'intéresser les jeunes à avoir des enfants. Et donc, comme on a constaté que les intentions de fécondité étaient faibles, que le désir d'enfant était faible, on veut adopter des politiques pour amener les jeunes à vouloir des enfants. C'est tout à fait original, ça n'a jamais été fait. Et la question se pose, est-ce que ça pourrait être pertinent pour ici, où les intentions de fécondité aussi sont faibles? Donc là, ce que je vais essayer de présenter en quelques minutes, c'est une mise en contexte de ça. Et en fait, la personne qui va essayer de répondre à la question, c'est Sophie. Moi, je la pose, j'y réponds pas. OK. Vous avez ici une figure un peu compliquée, j'en conviens. C'est un espèce de résumé du dernier siècle d'évolution de la fécondité au Canada. Au Québec, on ne peut pas faire vraiment l'équivalent parce qu'il nous manque des chiffres. Le trait le plus foncé, c'est l'évolution de l'indice synthétique de fécondité, c'est-à-dire le nombre moyen d'enfants qu'aurait une femme au cours de sa vie. Et ce qu'on voit essentiellement, c'est... attendez, j'ai une petite... Oui, excusez-moi, j'ai dit le plus foncé, c'est faux. C'est le trait rouge qui représente l'indice synthétique de fécondité, le nombre moyen d'enfants qu'une femme aurait au cours de sa vie. Et ce qu'on voit en fait sur le long siècle, c'est que à partir de 1920, ça baisse, et ça baisse comme ça à peu près jusqu'à l'orée de la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, ça monte et ça devient le fameux baby boom qui culmine vers 1959. Ensuite, ça baisse dramatiquement, disons, de manière assez importante. Et dans les dernières années, après une certaine stabilité autour d'un peu moins de 2 enfants par femme, ça se met à baisser très sérieusement. C'est le résumé, si on veut, de ce qui s'est passé dans la fécondité depuis un siècle. Dans les années 30, les gens s'apercevaient que la fécondité baissait et c'était devenu une préoccupation chez les spécialistes. Faire ce court, disons que l'interprétation la plus intéressante qui a été faite de cette baisse-là, c'est que c'était une conséquence de l'industrialisation et de l'urbanisation. Les gens étaient habitués de vivre avec. Pendant très longtemps, les gens vivaient à la campagne. Avoir un enfant, les gens n'allaient pas à l'école. On formait des familles relativement jeunes. Il y avait une sorte de continuité dans le fait d'être dans sa famille et d'avoir des enfants ensuite. On était propriétaire de sa terre. Bon, en fait, tout ça permettait assez facilement de maintenir un système dans lequel on avait beaucoup d'enfants. Arrivé en ville, il faut payer sur tout. Il faut absolument tout payer. On est salarié, on n'est pas propriétaire. En fait, tout coûte cher. Et à partir de ce moment-là, ça devient plus difficile d'avoir les enfants qu'on veut. Cette analyse-là, elle a été faite essentiellement en Suède. Et l'origine de l'État-providence suédois, c'est de la réflexion sur ce problème de fécondité. Tout ce qui a été mis en place de social-démocratie en Suède, c'était d'abord et avant tout, le modèle nordique, c'était d'abord et avant tout pour permettre aux familles d'avoir des enfants, enfin, aux parents d'avoir des enfants qui voulaient. Et ça a fonctionné relativement bien jusqu'à 2008. Le gros boom du baby boom, c'est une conséquence de politique économique au Canada ou ailleurs, après la dépression et surtout pour la reconstruction de l'économie et le retour à la vie civile des anciens combattants, qui est un investissement du gouvernement fédéral absolument inimaginable. Vous ne pouvez pas imaginer. Ça me prendrait 10 minutes juste pour faire le début de la liste de ce qui était fait à ce moment-là. Mais ça n'avait pas été pensé pour amener les gens à former des familles et à avoir des enfants, mais ça a eu cet effet.
Et cet effet-là a duré pendant un certain temps. Ce qui s'est passé par la suite, c'est un changement dans les valeurs. Et la baisse de la fécondité après, ben, c'est parce que, toutes sortes de raisons, les gens souhaitent autre chose que la vie qu'avaient eu leurs grands-parents. En gros, c'est ça l'histoire. En 2008, il y a un gros changement. On ne sait pas pourquoi. Les gens se cassent la tête pour savoir pourquoi. Mais même dans les pays où la fécondité était élevée et qu'il y avait des politiques familiales qui soutenaient les familles et le désir d'avoir des enfants, la réalisation du désir d'avoir des enfants, ça se met à baisser. Ça a baissé en France, un pays qui avait réussi depuis très longtemps à favoriser les familles et faire en sorte que les gens aient des enfants, qu'il y ait des familles nombreuses en France. Même en France, où on avait toute cette tradition de politique nataliste traditionnelle, disons, ça fonctionne plus. Et en Finlande, la ligne jaune en bas, qui est un pays nordique qui avait jamais vraiment eu à se préoccuper de sa fécondité, ben là, ça tombe vraiment, là, mais comme un piano. Ces transformations-là sont des transformations extrêmement importantes et elles préoccupent un certain nombre de gens. OK. Si on regarde les intentions au Canada, c'est les carrés rouges là, qui sont reliés par une ligne. Ben, on va essayer de faire ça rapidement. Et je n'ai pas l'équivalent pour le Québec parce que l'échantillon est trop petit. Ce qu'on voit essentiellement, c'est que même, on n'a pas mesuré ça avant les années 90 parce qu'on ne s'inquiétait pas tant que ça de la fécondité. On voit que ça se maintient aux environs de 2 jusque vers, en fait, la mesure qu'on a, c'est 2011. Mais à partir de 2011, les intentions se mettent à chuter. Et ce qu'on voit, c'est que ça chute à peu près de la même manière que la fécondité elle-même, qui est la ligne bleue en bas. Donc, il y a véritablement quelque chose qui se passe depuis 2007-2008 environ. Il y a, disons-le simplement, beaucoup moins d'intérêt chez les jeunes adultes pour avoir des enfants. C'est un phénomène mondial. Je vais parler très rapidement de la Russie et de la Chine parce qu'ils ont pris des décisions politiques. Ben, en Russie, on ne voit pas toute l'histoire qui est sur la figure. Mais après la chute de l'Union soviétique, la société s'est un peu effondrée. Le pays a perdu 6 millions d'habitants en quelques années. Il y a eu des tentatives de redressement. M. Poutine, dans ses premières années, a eu un certain succès là-dessus. Mais si vous regardez à droite de la figure, on voit que ça retombe à nouveau. En Russie, je vais revenir à l'arrière, en Russie, on a adopté des politiques assez traditionnelles. On veut lutter contre la faible fécondité en revenant en arrière. C'est un peu comme M. Trump aux États-Unis. En Russie, ça veut dire qu'on s'appuie sur les religions organisées, l'Église orthodoxe, bien sûr, mais aussi les différentes branches de l'islam qui sont présentes dans le pays. On veut contrôler la diffusion d'informations. On a adopté l'an dernier, 2024, il y a 2 ans, une loi qui interdit de faire la promotion d'un mode de vie sans enfant. Bon, c'est extrêmement lourd. Il y a question de restriction à l'avortement aussi. C'est extrêmement lourd comme intervention, c'est très autoritaire. En Chine, ça baisse aussi beaucoup la natalité. Là-bas, c'est que ça a été voulu. Dans les années 60, on a craint énormément l'explosion démographique en Chine. Ben, ils ont franchi le milliard, donc c'était pas complètement absurde de s'inquiéter de la question. La solution était la politique de l'enfant unique, qui a été maintenue jusqu'en 2015. Donc, il y avait des sanctions contre les parents qui avaient plus qu'un enfant. Ben, la conséquence de ça, aujourd'hui, c'est que si vous regardez vers le bas, la taille des cohortes de femmes en âge d'avoir des enfants est absolument minuscule et ça continue à baisser. Ce qui veut dire qu'en Chine, même si toutes les jeunes chinoises aujourd'hui en âge d'avoir des enfants, ou même celles qui vont les suivre, parce que regardez la taille de la cohorte des jeunes femmes, des très jeunes femmes qui sont des enfants aujourd'hui, ben, si elles se mettaient toutes à avoir 3 ou 4 enfants, la population de la Chine continuera à baisser sur un très long horizon. Donc le problème est assez sérieux. Ils ont adopté des politiques pour essayer de sortir de cette faible fécondité, essayer d'inciter il y a tout un appareil du parti dans les instances, dans les municipalités, dans les quartiers, qui avait été utilisé il y a plusieurs années pour imposer la norme de l'enfant unique. Aujourd'hui, on veut l'utiliser pour les amener à se marier et avoir des enfants.
ça n'a pas un grand succès. Bon, la solution dans les pays démocratiques à la faible fécondité, ce qui avait été inventé dans les années 30, qui est le modèle nordique, c'est une approche démocratique à la question de la faible fécondité. Et l'idée, ça a toujours été de prendre acte du fait que les conditions de la vie dans la société industrielle et urbanisée font en sorte que ça coûte très cher avoir des enfants. Et donc, que si on veut que les gens aient des enfants qu'ils veulent, ben, il faut les aider. L'école gratuite, les soins de santé, en fait, tout cet appareil, plus tard les congés parentaux, tout cet appareil de soutien, qui est en fait le modèle dont le Québec s'est inspiré dans les années 90, est fondé au départ sur une analyse de la faible fécondité et a pour but de soutenir la fécondité en s'appuyant sur un postulat, c'est que les gens veulent des enfants. Et si on les aide à avoir les enfants qu'ils veulent, il n'y en aura pas de problème de faible fécondité. C'est ça le postulat du modèle nordique. Là, le problème, c'est que même dans les pays nordiques, ça ne fonctionne plus. Et l'explication de fond, si on veut, c'est que les gens veulent moins d'enfants. Oui. Il y a bon, ça préoccupe en Finlande. Le gouvernement finlandais a consacré énormément de fonds à la recherche sur cette question-là depuis 5-6 ans. Et le rapport le plus important qui est sorti, enfin, il y a eu beaucoup de documents, mais disons que le rapport qui fait un peu la synthèse a été écrit par une sociologue, Anna Rotkirch, dans lequel elle fait des recommandations, parce qu'on lui avait demandé de faire des recommandations sur la manière de stimuler la fécondité en Finlande. Bon, il y a toutes sortes de recommandations là-dedans. La plupart sont tout simplement des prolongations du modèle nordique, si on veut. Mais il y en a une ou deux qui sont plus originales que d'autres. Elle souhaite véritablement qu'il y ait une espèce de débat public très large en Finlande sur la question de la fécondité et sur le fait que, dans les conditions actuelles, ça continue à faire comme on fait. La fécondité va devenir très basse. Et comme la Finlande n'est pas un pays qui repose, dont la croissance de la population repose sur l'immigration, ça devient un problème. Et il y a, au-delà de cette idée de stimuler un débat national sur cette question-là en Finlande, il y a cette idée beaucoup plus pointue qui consiste à profiter du fait que les jeunes sont à l'école, au secondaire, ou l'équivalent de notre cégep, ça s'appelle évidemment pas comme ça là-bas, et profiter du fait qu'ils sont à l'école pour les amener à réfléchir et à apprendre à planifier leur vie, non seulement professionnelle, mais familiale, dès le jeune âge. En planifiant la période des études et en planifiant les débuts de la vie professionnelle, en y intégrant la formation de famille. C'est sa proposition. Alors, c'est une proposition démocratique, c'est pas autoritaire, mais c'est quand même une rupture importante et de ce qu'étaient les politiques nordiques jusqu'à maintenant, qui reposaient sur le postulat que les gens veulent avoir des enfants. Donc là, l'idée, c'est là-dedans, c'est que ça vient pas naturellement vouloir des enfants. On n'est plus dans la génération de nos arrière-grands-parents, que les miens, et il faut en parler. C'est relativement soft, disons, même si c'est provoquant. En France, ça date de la semaine dernière, du début février, et ils sont arrivés à la même conclusion. Ils ont constaté que les intentions de fécondité baissaient en France aussi. Toutes les projections des démographes montrent que les jeunes qui sont en âge d'avoir des enfants aujourd'hui vont avoir une descendance finale, vont à la fin de leur vie reproductive avoir moins d'enfants que les générations précédentes, et ça va être nettement moins de 2. Et l'autre chose qui est absolument une catastrophe du point de vue français, c'est que les familles nombreuses, c'est-à-dire 3, 4 ou 5 enfants, qui ont toujours été importants, en nombre important en France, sont en voie de disparition. Alors, ces deux choses-là, véritablement, ça inquiète beaucoup. Et la réaction de l'État français, là, pour le moment, c'est de président Macron, là, qui a annoncé il y a quelques jours
que dorénavant, il écrira à tous les jeunes qui arrivent à l'âge de 29 ans, qui est l'âge à peu près à la première naissance aujourd'hui en France, pour leur expliquer les dangers de l'infertilité. Alors, plus on reporte la naissance du premier enfant, plus il devient difficile à avoir, non pas parce qu'on n'a pas d'argent, mais parce que, effectivement, c'est vrai, la fertilité chez les hommes et chez les femmes, ça baisse avec l'âge. C'est un peu, c'est un petit peu, c'est un peu grossier comme approche, disons-le, parce que c'est véritablement essayer d'aborder la question de la stimulation du désir d'enfant en passant par une question de santé. C'est un peu tordu, disons-le, mais l'intention est un petit peu la même qu'en Finlande, c'est-à-dire amener constater que ça ne va plus de soi avoir des enfants et que peut-être qu'il faut se mettre collectivement à réfléchir aux problèmes et à des solutions. Je passe la parole à Sophie. Donc, après les chiffres, moi, je vais vous présenter des considérations un peu plus politiques, philosophiques, à savoir, dans le cas du Québec, on fait quoi? Parce que la situation au Québec, elle n'est pas, ça va pas si bien que ça. On a un indice synthétique de 1,3. C'est un plancher historiquement faible. On a plus de décès, donc en 2024, 78 800 décès, mais 77 400 naissances. Donc, ça va pas. On a des enfants de plus en plus tard. Chose qu'on oublie parfois de mentionner, c'est que oui, la fécondité baisse dans tous les groupes d'âge, sauf chez les 35-39. Je mentionne parce que on ne saura pas avant plusieurs années de quoi a l'air notre descendance finale. On peut pas balayer l'idée que peut-être que les couples ont simplement des enfants à un âge beaucoup plus âgé. Donc, on a moins d'enfants, on en fait moins que les 20, 30, 40 dernières années, mais c'est pas la première fois qu'on fait face à une très faible fécondité. Je vais en parler dans les prochaines minutes, mais à la fin des années 80, on a vécu une situation similaire avec une réponse politique très forte. Et là, c'est de voir est-ce que les gouvernements vont aller vers cette solution politique-là que moi, je trouverais plutôt inquiétante. Je mentionne aussi au passage qu'on a 1,33. C'est très faible, mais c'est quand même au-dessus de la moyenne nationale. Donc, l'indice synthétique de fécondité est de 1,23. Et si on regarde ce qui se passe dans les autres provinces, en Colombie-Britannique, par exemple, on est à 1,0. Donc, ça va pas bien, mais on est moins pire qu'ailleurs. Donc, une pyramide des âges d'une société vieillissante, ça ressemble à peu près à ça. On voit que la pyramide est en train de s'inverser. Dans le cas du Québec, on voit qu'on a beaucoup de gens vieillissants, on a peu de jeunes pour les remplacer. Et la question, c'est est-ce qu'on doit s'en préoccuper? Est-ce que c'est un enjeu sur lequel on devrait réfléchir? Et la réponse que moi, j'ai envie de suggérer, c'est oui. Oui, pour plusieurs raisons. Premièrement, ce qu'on voit ici, c'est qu'on a de moins en moins de gens sur le marché du travail, là, âgés entre 20 et 64 ans, par rapport à des gens qui ne sont pas des contribuables, donc en 19 ans et moins ou 65 ans et plus. Ce que ça veut dire, là, très concrètement, c'est qu'on est moins nombreux à payer pour des services, des prestations. Donc, il y a un débalancement. Et donc, la pérennité des programmes sociaux, il va falloir y réfléchir parce que si on est moins pour payer nos services publics, la charge individuelle risque de devenir plus importante. Ensuite, au niveau de notre culture, alors le poids démographique du Québec est en diminution. Okay? Donc, on est de moins en moins de Québécois dans l'ensemble du Canada. Et on sait que le Québec a certaines positions
politiques différentes, notamment, on est un petit peu plus à gauche, on a des politiques de redistribution qui sont plus généreuses, on a en particulier notre politique familiale, et il faut rappeler aussi que le Québec s'anglicise et que le Canada s'anglicise. Donc, de moins en moins de francophones au Québec et de moins en moins de francophones à l'extérieur du Québec. Donc, pour toutes ces raisons, on peut penser que c'est inquiétant. Maintenant, c'est pas la première fois qu'on fait face à une chute de la fécondité qui est assez dramatique. À la fin des années 80, on a vécu la même chose. À la fin des années 80, il y a eu une réponse politique qui a été très, très forte, qui a consisté à mettre en place une politique nataliste. Ce que ça veut dire, c'est que l'objectif principal de la politique était de faire naître des enfants. Okay? On ne veut pas savoir ce que vous faites avec, on ne veut pas vous offrir de services de garde, on veut des bébés qui naissent. Et pour soutenir les naissances, le gouvernement a donc mis en place un système d'allocation universelle dont la plus controversée était le bébé bonus, la prime à la naissance. Donc, la prime à la naissance, c'est quoi ça? C'est un chèque qu'on reçoit à la naissance. Pour le premier bébé, on offrait 500 $. Deuxième bébé, 500 $. Mais vraiment, le bébé qu'on veut faire naître, c'est le troisième et les suivants pour essayer d'atteindre le 2,1, qui est le chiffre magique là, pour avoir un remplacement de la population, 2,1 bébés par femme. Et donc, on a mis ça en place en 1988 et on a vu une montée de la fécondité, un ralentissement à la fin des années 90. Donc, le gouvernement a dit « qu'est-ce qu'on fait? Ça marche moyen, on dirait que ça ne peut plus marcher. » Bien, on augmente le bébé bonus. Et donc, en 1992, le troisième enfant et les suivants vaut 8 000 $, l'équivalent de 15 000 $ aujourd'hui. Donc, en dollars constants. Donc, c'est la solution qu'on met en place, sauf qu'on se rend compte qu'à long terme, on ne voit pas un changement qui perdure. Donc, changement de gouvernement et on va voir un changement de politique. Il faut se rappeler qu'à la fin des années 80, le contexte est en train de changer, le contexte social, et qu'il est fort différent d'aujourd'hui. Au Québec, on a un mouvement féministe fort et il y a très peu de compromis que collectivement nous sommes prêts à faire sur des questions d'égalité, sur des questions de légitimité des femmes sur le marché du travail, légitimité des mères et des mères de jeunes enfants sur le marché du travail. D'ailleurs, les femmes, elles sont dans les cégeps, les universités sont majoritaires. Et on a aussi un consensus très large au Québec sur l'importance des pères et de leur implication. Donc, c'est un consensus qu'on voit même apparaître avant la mise en place du régime québécois d'assurance parentale, même avant qu'au Québec, on ait un congé de paternité, les hommes prenaient davantage des prestations parentales au Québec qu'ailleurs au Canada. Donc, changement de pouvoir en 1997. 96, et là, on amène une nouvelle politique familiale en disant non, mais vraiment, c'est plus ça qu'on veut. On veut soutenir les familles. Parce que quand on écoute les discours politiques, moi, je trouve ça toujours intéressant. On veut soutenir la famille. Mais la question, c'est on veut soutenir quelle famille, dans quelles conditions et comment, hein, avec quel effet. Donc, soutenir la famille à la fin des années 90, ce n'est plus soutenir la fécondité, c'est plutôt soutenir la conciliation emploi-famille. Et donc, ça amène des programmes qui sont vraiment différents. On abolit le bébé bonus, l'allocation à la naissance. On le remplace par un système d'allocations familiales qui ne sont plus universelles, qui sont plutôt ciblées, c'est-à-dire qu'on offre plus d'argent aux familles qui sont davantage dans le besoin. Aujourd'hui, en 2026, on est revenu à des allocations qui sont en partie universelles. Mais surtout, en 1997, on met en place un réseau de services de garde à la petite enfance et on fait une promesse qu'on va mettre en place des prestations parentales plus généreuses que ce qu'on retrouve ailleurs au Canada. Une promesse qui sera concrétisée en 2006. Donc, qu'est-ce qui arrive à la suite de cette belle politique familiale-là? Bien, on voit que pour une première fois, la fécondité au Québec
est plus élevé que la fécondité ailleurs au Canada, sans politique nataliste. Donc, on voit, et depuis, c'est toujours le cas. Okay? Donc, on ne soutient pas directement les naissances, mais on soutient l'égalité entre les hommes et les femmes par la voie de la conciliation emploi-famille, en permettant aux femmes, et plus particulièrement aux mères, d'être sur le marché du travail. Maintenant, si on regarde ce que dit la littérature scientifique sur les déterminants de la fécondité, okay? Ben, on l'entend, OK? Le coût du logement, et on l'entend dans le discours public. Les gens, on l'entend beaucoup dans les nouvelles, mais on le voit aussi dans la littérature scientifique. L'accès au logement, c'est un facteur. Donc, puis on peut juste regarder là, ce qui se passe. J'ai évoqué la Colombie-Britannique. Le prix des maisons en Colombie-Britannique, là, je ne sais plus il est à combien, mais il est plus élevé qu'ici. La fécondité est dramatiquement faible là-bas. Donc, le coût du logement, c'est un facteur. On sait aussi que, et ça, on voit ça là, quand on regarde historiquement depuis les 20, 30, 40 dernières années, quand l'économie va mal, quand les femmes perdent leur emploi, elles se disent pas quelle bonne opportunité pour avoir un enfant. Je ne travaille pas, tant qu'à ça, je vais faire un petit. C'est exactement le contraire. En fait, il faut être sécure. Les couples font le pari qu'ils doivent d'abord avoir une certaine sécurité financière avant d'avoir des enfants. Et de façon générale, quand le contexte est très incertain, comme on a vu avec la pandémie, il n'y a pas eu de rapprochement pendant la pandémie là, qui ont incité les couples à faire des enfants. C'est le contraire, la fécondité a chuté parce que les gens ne savaient pas ce qui se passait. L'idée que je veux défendre aujourd'hui, c'est surtout que l'égalité entre les hommes et les femmes n'est pas incompatible avec la fécondité. Évidemment, je suis pas en train de vous parler d'une fécondité de 3, 4, 5 enfants par famille, mais quand on regarde dans une perspective comparative, dans les pays qui nous ressemblent, les pays de l'OCDE, les pays européens par exemple, on constate que les pays les plus inégalitaires au niveau des normes de partage des tâches de soins sont aussi les pays où la fécondité est la plus faible. Et là, je parle ici de l'Italie, de la Grèce, du Portugal, de l'Espagne, des pays où il y a une norme très, très, très forte relative aux soins des enfants qui doit être prise en charge par les femmes. En revanche, ce qu'on voit au niveau des pays où il y a davantage de conciliation emploi-famille, on voit que la fécondité chute, mais pas à 3 enfants. Là, okay? Je ne veux pas mettre des ambitions irréelles, mais elle chute moins. Donc, ce que ça nous dit, c'est qu'on peut essayer de trouver des manières d'amener, de soutenir la fécondité sans avoir une politique nataliste, mais surtout sans brimer l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc, doit-on stimuler le désir d'enfant? Doit-on stimuler les naissances? En fait, la question est légèrement différente. Stimuler le désir d'enfant, ça, c'est une question douce. On pourrait dire, à partir de première année, là, on va mettre dans les cahiers là, que Martine est tellement heureuse parce qu'elle a 3 enfants, elle se réalise pleinement. Donc, on pourrait essayer de mettre en place un processus de socialisation différencié qui est doux pour nourrir ce désir d'avoir des enfants, ou on pourrait aussi carrément stimuler les naissances en disant, soit en incitant avec des bébés bonus ou des congés au niveau de la fiscalité, comme ça se voit dans certains pays, ou même en pénalisant les couples qui n'ont pas d'enfants. Dans les deux cas, je pense que vous allez probablement deviner la réponse. Non, on ne fait pas ça. Okay? On ne fait pas ça parce que dans les deux cas, on va jouer dans l'égalité. On va jouer dans l'égalité entre les hommes et les femmes. On ouvre des boîtes de Pandore relativement à la contraception, à l'avortement, déjà qu'on est en train de s'en sortir des débats sur l'avortement. Là. On vient jouer dans des solutions qui ne sont pas intéressantes à long terme. Je voulais mentionner aussi qu'au niveau comparatif, scientifiquement,
On a beaucoup de difficultés à démontrer l'efficacité des bébés bonus à long terme. On voit qu'il y a un effet d'entrée. Quand il y a un bébé bonus, les couples qui voulaient un enfant, là, ils disent, ben là, c'est le temps. Mais à long terme, on n'a pas de preuves comme quoi c'est une solution là, qui pourrait nous aider. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Et que doit-on faire si c'est un problème, en effet? Comment est-ce qu'on peut aider les couples à réaliser leurs intentions de fécondité? Alors, Benoît a mentionné le fait que la fécondité était les intentions de fécondité étaient à la baisse. On ne connaît pas de façon précise les intentions de fécondité au Québec. Les dernières recherches datent de, je pense, c'est la Pierre Adamczyk, là, les années 80-90. Mais on voyait quand même un écart entre la fécondité souhaitée et la fécondité réalisée. Autrement dit, les couples n'ont pas autant d'enfants que ce qu'ils disent qu'ils veulent avoir. Okay? Les gens disent peut-être, oh, je vais avoir 2 enfants, finalement il y en a un. Ou disent, on voulait 3, j'en ai eu 2, puis ben assez. Okay? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? La bonne nouvelle, c'est qu'on a la recette. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on est très difficile à appliquer. Ça passe mal dans un clip de 10 secondes aux nouvelles et c'est très difficile à faire en réalité. Donc, la recette, c'est quoi? La recette, c'est 1997. On avait une excellente politique familiale avec 3 objectifs clairs. Okay? Faciliter la conciliation emploi-famille, soutenir le développement des tout-petits et puis aider les familles qui en ont le plus besoin. On parlait de soutenir la conciliation emploi-famille dans des services de garde de qualité qui permettent aux parents de concilier, mais de concilier comme il faut, c'est-à-dire pas en ayant l'impression de confier leur enfant à des services de garde où la qualité n'est pas toujours là. Donc, ouvrir des places en service de garde, on le sait, le ministère de la Famille travaille là-dessus très fort depuis de nombreuses années. Ils le savent, c'est compliqué. Maintenant, est-ce qu'il y a assez de places en service de garde? Moi, je commence à penser qu'il y en a assez. Est-ce qu'elles sont bien distribuées? Est-ce qu'elles répondent bien aux besoins des parents en termes de qualité, d'horaire, de personnel qualifié? Ça, c'est une question qui est beaucoup, beaucoup plus compliquée que de dire, voici, j'ai 30 000 enfants sur une liste d'attente ou j'ai 300 000 places. Non, quelles sont ces places-là? Est-ce qu'elles répondent vraiment aux besoins des parents? On aime dire au Québec qu'on est les meilleurs en termes de congés parentaux parce qu'on a 5 semaines de congés de paternité. On est les meilleurs en Amérique du Nord. On est surtout les meilleurs par rapport au cancre. On est les meilleurs par rapport au pire. Les Américains, qui ont plein de raisons d'être les pires, mais au niveau des congés parentaux, on le voit, c'est très clair. C'est le seul pays où il n'y a aucun congé parental. Le reste du Canada, très mauvais élève aussi. Quand on se compare à ce qui se passe ailleurs en Europe, on est correct, là, mais on n'est pas... on n'est pas suédois, là, on n'est pas islandais non plus. Et diminuer les coûts socio-économiques liés à la venue des enfants dans une perspective d'égalité des chances. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire permettre aux femmes de continuer à faire les activités professionnelles dont elles ont envie et permettre aux hommes et surtout leur donner les outils. Et ça, c'est pas 5 semaines de congé de paternité. Permettre aux hommes d'avoir du temps pour s'occuper de leur enfant, à la fois pour leur bien-être aux hommes, pour le bien-être des enfants, parce que la recherche est assez consensuelle. Congé de paternité, c'est bon pour les gars, c'est bon pour les enfants et c'est bon pour les femmes. Donc, 5 semaines, c'est très bien. Moitié-moitié avec les mères, c'est bien mieux. Et c'est ce qu'on a dans plein de pays européens, dont en Suède, où on a 240 jours. 240 jours. Islande, 6 mois, 6 mois. Et ce sont des pays où les femmes allaitent aussi. Et finalement, il faut continuer à travailler avec les employeurs. Il y a un travail qui se fait au Québec pour les sensibiliser à l'importance de la conciliation emploi-famille. On entend beaucoup parler du retour là, à 4, 5, 3 jours, en tout cas, on ne sait plus là, au travail pour des familles avec des jeunes enfants.
on a fait des entrevues, Diane Gabrielle Tremblay et moi, avec une cinquantaine de familles récemment. Et ce qu'on entend chez les parents, c'est si j'avais pas eu de télétravail, j'aurais pas eu un autre enfant. Parce que j'y arrive pas. Entre la fermeture en raison de bris de personnel, les grèves, les tempêtes, la gastro, l'influenza, si j'avais pas eu de télétravail, j'aurais eu à faire des choix vraiment très difficiles. Il faut qu'on continue à soutenir. Donc, il faut donner aux parents les moyens d'avoir les enfants qu'ils veulent sans avoir à sacrifier leur carrière. Donc, voilà, il est arrivé. Merci.